Je suis allée de monitrice à aide-soignante, à secrétaire, à animatrice, et j'ai fait la haute école de travail social de Genève. Et donc j'ai été diplômée en éducation sociale, spécialisée. Voilà. Et là, de ce côté-là, j'ai eu environ 14 emplois, je dirais, depuis 22 ans. Des fois des emplois cumulés, voilà. Et puis sur ces 14 emplois, j'ai démissionné 3 fois et j'ai été licenciée 3 fois. Alors, ils disent que je suis très intègre, et puis en même temps, ils disent mais tu es très virulente, hein, voire agressive, hein, particulièrement avec la hiérarchie, en fait, rarement avec les usagers. Voilà. Donc je me dis ah bon, je suis agressive et tout. J'ai l'impression d'être voilà, de dire ce que je pense, quoi. Enfin, voilà, bon, mais du coup, ça me questionne, je dis ah ok, bon. Et puis je fais aussi des animations d'ateliers. Donc atelier d'écriture, atelier de gestion du stress sur scène, comment est-ce qu'on prend la parole en public, ce genre de trucs. Et là, j'ai eu plus de 300 contrats. Ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Et sur ces 300 contrats, j'ai eu, trois trucs où ça s'est pas hyper bien passé. Voilà, c'était un peu conflictuel avec les personnes qui m'engageaient, quoi. Donc du coup, je dis, ah putain, c'est vachement déséquilibré. Et puis là, on me dit toujours, mais t'es géniale, t'es super généreuse, enfin, t'es une super bonne animatrice. Et en même temps, quand on écoute ou qu'on voit le spectacle, on dit, ouais, par contre, t'es quand même un peu trash. Du coup, je me suis dit, je vais poser un peu la question à des professionnels. Donc, psychologue, psychanalyste, j'ai un peu fait le lot, quoi, pour voir. Je me suis dit, je vais aller demander à tout le monde, comme ça, il faut toujours plusieurs avis, hein, on ne se dit pas qu'il y a un avis, donc voilà, c'est un statisticien qui m'a appris ça. Et du coup, et du coup, je me fie à plusieurs avis. Et moi, ce qu'on me dit, c'est non, mais écoutez, en fait, vous êtes tout à fait cohérente, vous êtes même plutôt surcohérente. Je suis agressive. Et puis je suis trash, et puis je suis surcohérente, ok. Puis je dis, ah oui, mais en fait, comme je suis surcohérente, du coup, je réagis vivement à l'incohérence, en fait, c'est logique. Donc, en fait, c'est pas que je suis agressive, c'est que je suis réactive. Je suis réactive à l'incohérence. Et donc, en fait, ce soir, je vais vous parler de violence. Parce que voilà, on entend tout le temps la violence, c'est violent, et je me dis, en fait, on va aller décortiquer ce truc, on va prendre le sac, on va aller l'ouvrir, on va aller regarder un peu ce qu'il y a dedans. Ensemble, du coup, j'ai pré-mâché un peu, c'est un peu le but de la bande, donc j'ai pré-mâché plein de trucs, des lectures, des conférences, des trucs comme ça. Et puis l'idée, c'est de travailler sur la violence individuelle, c'est-à-dire, moi, Marie-Laure Volkoff, Malou, apparemment, j'exerce de la violence, ok. Et puis c'est de travailler la violence institutionnelle aussi, parce que quand mes chefs me disent, ouais, mais c'est toujours avec la hiérarchie. Bon, c'est qu'il y a quand même un truc avec la hiérarchie. Enfin, il y a un système qui ne convient pas extrêmement bien. Donc, il y a un truc qui n'est pas que à moi non plus. Parce que comme nous, dans cette conférence, il y a des trucs où vous direz, ah oui, je suis complètement d'accord avec elle. Puis il y a des trucs où vous direz, moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. Et en fait, c'est cool, parce que du coup, on pourra en parler après. Puis que c'est aussi l'objectif, c'est qu'après la conférence, on ait un moment où on puisse échanger, où on puisse se dire, ah oui, il y a pas de nom, c'est des arguments, etc. Voilà, moi, je prétends pas être omnisciente sur la violence. Et chacun a son opinion là-dessus aussi. Voilà. Sur la violence, on se met vite en accord, en fait, fondamentalement sur ce que c'est. Oui, c'est physique. Oui, il y a des espèces de lobbies. Il y a des gens qui ont un gros pouvoir en groupe pour exercer la violence. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, comment on la catégorise? Parce qu'on parle toujours de la violence. Puis en fait, il y a plusieurs violences, il y a plusieurs formes de violence, il y a plusieurs fonctions de la violence. Donc, comment on fait pour comprendre ce truc-là? Et du coup, j'ai lu... des gens comme Georges Labica, une nana que j'adore son nom, Hélène Frappa. Elle était prédestinée quand même à traiter la violence, je trouve ça assez chouette. Il y a aussi Michel Vievorka, qui est un gars qui travaille essentiellement, qui a écrit plein de bouquins sur la violence. Et puis Yves Michaud aussi, qui traite de ça. Et en fait, eux, quand ils parlent, quand ils écrivent leurs livres, j'ai essayé de décortiquer toutes les violences qu'ils ont trouvées. Et en fait, j'en ai compté 24. Alors, il y a, vous êtes prêts? On ouvre les écoutilles, c'est parti. Il y a la violence légitime, révolutionnaire, émancipatrice, illégitime, étatique, impérialiste, conservatrice, systémique, pacifique, sanglante, naturelle, efficace. Efficace, elle est bien. Symbolique, historique, populaire, révélatrice, défensive, privée, cathartique, physique et morale, perverse, sacrificielle et mystique, exaltée et millénariste. Voilà. Donc comme ça, vous savez toute la liste de violences. Anders Ericsson, et qui lui, c'est un psy américain. Et il dit, en fait, quand on a pratiqué 10 000 heures quelque chose,
un sport, un instrument, par exemple, qu'on a cherché sur un sujet pendant 10 000 heures, des infos, et ben on en devient un expert. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, attends, je vais regarder dans ma vie, alors 10 000 heures, ça fait quoi? Ça fait 4 ans et demi de travail à plein temps en Suisse. On est à 40 heures par semaine. Voilà, donc 4 ans et demi, je me suis dit, bah, je vais regarder un peu ma vie, je me suis fait un petit CV. Je me suis dit, je vais me faire un CV des violences que j'ai pu recevoir. Et du coup, bah, je vous le partage. Alors, le petit CV en bref, là, je décompte mes propres actions violentes. Parce que j'aurais trop honte de vous les présenter dès le début, on va vous les présenter petit à petit au fur et à mesure, ce sera un peu hard comme rencontre, voilà. Et puis en même temps, je décompte les toutes petites violences du style quand on est adolescent et puis que on s'insulte un peu pour un oui ou un non, les petites violences quand t'es en voiture et puis ouais, connard et tout, j'enlève ce genre de petites violences, le moustique, parce que c'est de la violence, mais naturelle, donc j'enlève parce que bon, le pauvre, voilà. Il n'est pas en train de faire un attentat sur mon corps, enfin, vous voyez, voilà. Donc j'enlève ces trucs-là. Alors, mon petit CV de violence, qu'est-ce que c'est? Mon petit CV de violence, ça va être la naissance. Alors déjà, la naissance, bon, c'est surtout pour ma mère, 14 heures, à coup de forceps, le truc, voilà. Moi, c'est pas trop violent, mais ça m'a quand même laissé une crête osseuse sur le crâne, donc je suis une punk physiologiquement, c'est intégré dans mon corps, voilà. Et puis, donc ça, les 14 heures, puis en fait, quand je suis née, j'avais l'anchite. Normalement, j'aurais dû marcher comme ça, en fait. Mais on m'a mis un plat, je sais pas quoi, on m'a remis droit, donc j'avais les jambes dans un machin, je pouvais pas bouger les jambes et tout. Et ça a duré plusieurs mois, apparemment. Donc ça devait être super chiant quand t'es bébé, puis tu peux pas toucher les pieds comme font tous les bébés, enfin voilà. Donc je pense que ça devait être violent comme truc, mais j'ai pas de souvenir, hein, mais bon, voilà. Autre violence, bah, alors le divorce des parents. Même si maintenant c'est un peu genre normal, enfin, les parents séparés c'est devenu un truc un peu normal, c'est un peu banalisé, mais bon, ben, moi ça m'a vachement violenté quand même cette séparation. Il y a la réalité de ma sœur qui était aussi une forme de violence sur le regard des autres, le regard toujours un peu dénigrant, un peu questionné, c'était compliqué aussi de gérer ça. Ma sœur elle est plus grande que moi en fait. Et puis il y avait aussi sa violence elle qui était compliquée des fois à gérer, et le fait de savoir d'intégrer qu'en fait, elle n'aurait jamais le même taux d'empathie que moi j'ai à son égard. Parce que c'est pas possible, enfin, c'est juste que ça fait partie de sa maladie, en fait, et que c'est juste pas possible. Et ça, c'est compliqué quand on est une petite sœur, en fait. Enfin, c'est violent aussi, parce qu'on aimerait bien être protégé par sa grande sœur, machin, et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dirais qu'il y a eu aussi la violence de ma marâtre, parce que mon père, évidemment, alors, il a quitté ma mère pour femme qui avait déjà des enfants, et puis cette autre femme, c'était un peu le cliché, c'était l'opposé total de ma mère, vraiment, mais physiquement, tout, enfin surtout. Et donc, pour moi, c'était ultra violent tout d'un coup de me retrouver à 3-4 ans avec cette femme, ses 2 enfants. Bon, puis ma soeur, elle était en institution, puisqu'elle était handicapée, donc elle était en institution, elle venait le week-end. Ma mère, elle avait son premier cancer à l'époque, à quelques 200-300 km de là où je vivais avec mon père. Et puis, mon père était tout le temps en train de bosser. C'était un bosseur acharné. Toujours bosser, et donc il était rarement à la maison. Et moi, je me retrouvais là, un peu avec cette nana, ses 2 enfants. Bon, pour moi, c'était ultra violent, quoi. Je me suis sentie vraiment dans un monde où j'avais pas ma place, c'était très compliqué. Et puis, je dirais que les cancers de ma mère ont aussi été une grosse violence. C'est elle qui les a vécus. Mais vivre avec quelqu'un malade quand on est petit et avoir conscience que la personne va mourir et se rendre compte qu'il y a une destruction de son corps, enfin, c'est très compliqué parce que c'est un repère, et on voit ce repère qui en fait s'effrite totalement. Donc c'est extrêmement compliqué à accepter qu'on est une ado qui est en pleine construction et en pleine vie. Hein, en fait, moi j'étais source de vitalité, elle source de mort, c'était un peu en conflit, quoi. Et puis sa mort, quand j'ai 18 ans, alors ça c'était un peu violent parce que tout d'un coup, je me retrouvais comme ça, j'étais là bon avec mon père, j'avais des relations très compliquées avec mon père, on reviendra de temps en temps parler là-dessus. Et puis surtout, je me retrouvais comme ça, et puis il fallait que je comprenne le système dans lequel je devais vivre, payer mes impôts, trouver un travail. Hein. Et puis en fait, je me suis retrouvée un peu propulsée dans la vie d'adulte. Moi, j'avais prévu de glander chez ma mère encore 4 ans, quoi. J'étais pas du tout, j'étais dans le projet, je vais aller bouffer chez ma mère tous les midis quand je serai étudiante. Enfin, vraiment, elle me fera ma lessive, nickel, tu vois. Pas du tout. Et puis après, il y a les violences sexuelles. Alors, les violences sexuelles, ça va du mec exibo quand on est petit, voilà, hein, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ce truc-là, jusqu'au viol d'un compagnon qui estime que non, c'est pas un viol, parce qu'en fait, t'es ma meuf, donc si j'ai envie de niquer, j'ai le droit de niquer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des petites violences, je dirais, que moi j'ai subies. Et du coup, je me dis, en fait, quand on parle de 10 000 heures de violence,
Bon, si je fais le poids, je me dis, ouais, il y a bien une bonne vingtaine d'années de violence. Bon, ça va, je suis experte selon Anders Ericsson. Et donc, ce soir, je me suis dit, voilà, je vais donner légitimement mon expertise sur la violence à vous, mesdames et messieurs. Et donc, je fais un contrat là, et j'attends qu'ils me payent. Ils ne me payent pas, puis c'était hyper bien. Il y a eu 5 ateliers, on a fait un spectacle, les profs étaient super contents, les élèves, ils ont kiffé, les parents, ils ont kiffé, bon, super. Et du coup, j'attends, ils me payent pas, je me dis, bon, je leur envoie un mail, pas de réponse, bon, j'envoie un deuxième mail, oui, ben, je comprends pas, comment se fait-il que je n'ai pas les sous quand même, parce que ça fait un mois quand même, donc je me demande, bon, c'est pas grave, ok, j'attends encore 2-3 semaines, okay. Puis au bout de 2 mois, oui, alors comment se fait-il que je n'ai toujours pas mes sous? Bah, bon, toujours pas de réponse, on me dit, oui, mais parce qu'il y a un conflit dans vos contrats. Je dis, bah non, il n'y a pas de conflit, là j'ai un contrat de remplaçante, puis là j'ai un contrat de mandataire, comment dire, artiste. Voilà, il y a 2 contrats, c'est pas du tout le même, quoi. Puis là, celui-là, vous l'avez signé en plus, donc vous saviez de quoi il s'agissait et combien ça coûtait. Donc voilà, et donc au bout de 4 mois, je commence un peu à m'énerver, ça monte quand même, et surtout mon frigo est vide depuis 2 jours. Et là, je me dis, bon, mon frigo est vide depuis 2 jours, j'ai un peu faim, il y a un moment donné où ça va un peu me tendre, et j'ai pas envie d'aller clémenter à mes potes, en fait. J'ai pas envie d'aller clémenter parce que je trouve que je suis légitime à recevoir les sous qu'on me doit, en fait. Et donc, je me dis, bon, et ben, j'y vais. Alors, j'ai pas mélangé d'eau avant, parce que vous allez voir, c'est bon. Je suis venu pour vous me donner mes sous. Il me dit, bah oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, vous m'envoyez un mail, je dis, mais vous rigolez, c'est le 15e mail que je vous envoie, quand même. Comment se fait-il qu'au bout de 15 mails, je n'ai pas de réponse? Là, j'étais énervée. J'étais un peu énervée. Là, je suis agressive. Et là, je dis, écoutez, en fait, mec, je change de ton, hein, j'étais polie, j'ai respecté les codes, hein, c'est vraiment, j'ai fait le mail, je fais le téléphone, je les vous voyez, là. Et là, en fait, je m'énerve, et donc je dis, écoute, mec, en fait, tu veux que je fasse quoi? Que je te bouffe la carotide? Et donc, le gars, de nouveau, il tape sur son comptoir, comme ça, il fait, ouais, alors dis donc, ma petite dame, c'est pas une façon de parler! Je dis, ouais, non, mais mec, c'est pas une façon, parce que là, je suis pas énervée, en fait, tu veux vraiment que je m'énerve? Et le mec, quand il tape sur la table, ça me fait un mécanisme de quoi? Et en fait, je me dis, je vais lui en coller une. Et en même temps, je me dis, bah non, parce que si je lui en colle une, il va pas me donner mes sous, il va avoir faim. Ok, donc je suis comme ça, puis j'essaie de réfléchir avec mon cerveau rapidement, je suis un peu, je suis tendue, quoi. Là, je suis passée de l'agressivité à la colère, hein, très nettement. Et de la colère, il n'y a qu'une petite seconde, hein, il n'y a que un tapage sur le comptoir pour passer à la haine. Est-ce qu'on peut éventuellement aller au bout de cette affaire? Parce que vraiment, j'aimerais remplir mon frigo, monsieur. Voilà. Et là, le mec se dit, elle est folle. Et donc le gars recule, comme ça, et il me fait, non mais madame, c'est pas comme ça qu'on fait. Et là, je me dis, ok, j'ai perdu, j'ai foiré, j'ai pas géré mes nerfs, j'ai perdu, quoi. Et donc je jette comme ça, de façon très, vous savez, très, la princesse reviendra. Et donc je jette ce petit comptoir où on met des flyers dessus, je balance ce truc, je faisais vraiment quel connard. Je prends mon sac, et je mets la main sur la poignée pour partir, évidemment. Et là, j'entends, j'en ai là au sol! Et je sens quelqu'un qui m'attrape comme ça par derrière, ça fait quelqu'un qui était comme ça derrière, et quelqu'un qui me chope le bras comme ça. Et là, je lâche le truc comme ça, je me mets en mode je comprends pas ce qui m'arrive, vraiment, et donc je suis complètement hystérique. Pour le coup, là, clairement, Freud aurait eu un super sujet d'analyse à ce moment-là, vraiment. Et du coup, je suis complètement hors de moi, et je hurle, et je suis là, lâchez-moi, vous me faites mal, je vais devoir me défendre. Et donc les mecs continuent à essayer de me mettre au sol, et moi je balance le meuble qui était en face, je mets la main dedans, je prends ce qui me tombe sous la main, j'ai un crayon, et je regarde le mec, je dis, mec, lâche-moi, je vais te planter, quoi. Et le mec, non, il me lâche pas, il me pense, en plus, je fais je lui plante le bras avec le crayon, complètement hors de moi, c'est vraiment ce voilà. Et les flics débarquent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, il veut pas me payer mes sous! Donc le flic hallucine, il se dit, il y a une meuf en train de pleurer parce qu'elle n'a pas d'argent, il y a 2 mecs par terre, qu'est-ce qui se passe? Et je rentre chez moi, et effectivement, je reçois un mail de licenciement, quoi. Je suis là, putain, je suis dégoûtée, je me dis, attends, je me suis fait chier toute ma vie pour faire mes études et tout, d'éducatrice, et en fait, je me retrouve là, on ne me paye pas, et en fait, ma vie, elle est grillée, quoi, parce que les DIP, c'est 80% de l'emploi sur Genève, quoi. En date du 20 avril 2016, le ministère public de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de Marie-Laure Volkoff-Reis-Kelahachi, c'était mon ancien nom, c'est un peu long, hein,
la condamnant à un travail d'intérêt général de 120 heures, un sursis de 3 ans, pour injures et violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires. La prévenue a formé opposition. Évidemment, on sait bien. Madame la juge. Alors là, évidemment, elle me demande, Madame Volkov, est-ce que vous regrettez d'avoir planté un stylo dans le bras de Monsieur Machin-Truc? J'arrête, je dis, dans la tête, je suis là, vas-y, dis oui, dis oui, dis oui. Non. Non. Et je lui explique, évidemment, je dis pas juste non, donc je lui explique, et je lui dis, écoutez, non, parce qu'en fait, ce que je regrette sincèrement, c'est que j'ai fait un travail chouette qui a été reconnu par tout le monde et que l'État de Genève ne reconnaisse pas ma profession, ne reconnaisse pas le contrat qu'on m'a passé et me mette en situation, d'être affamée, c'est-à-dire de ne pas pouvoir répondre à mes besoins nourriciers. Donc vous me mettez en état de précarisation alors que moi j'ai joué le jeu du début à la fin. Et ensuite de ça, quand je viens réclamer mon salaire pour me nourrir et pour pouvoir fonctionner sur un autre contrat que j'ai avec vous, qui est mon contrat de remplaçant, on est censé être disponible dès 7h le matin, tous les jours, et bien là on me répond que non, qu'en fait c'est pas grave, je peux très bien encore attendre quelques semaines finalement pour recevoir mes sous, qu'on n'en est pas à 2-3 semaines près. Le monsieur m'avait dit ça à un moment donné, il m'avait dit oh, vous pouvez attendre 2-3 semaines de plus. Oui, mon cerveau, mon estomac, c'est pas sûr quoi. Donc je lui réponds ça, je lui dis, et là oui, je regrette que vous m'ayez poussé à une situation de décompensation psychique qui en vienne que je doive me défendre face à vos agents de sécurité. Donc c'est marrant comment quand on menace l'individu directement, en le confrontant directement, on obtient... Et en fait c'est ça qui est terrible, c'est que moi dans ma vie j'ai appris ça. J'ai appris que quand on gueule, quand on réagit, quand on se défend face à quelque chose, ben on obtient. Mais si on suit les procédures, si on suit les codes, si on suit avec exactitude normalement la justesse de comment est-ce qu'on règle les situations de façon bureaucratique, eh bien je n'obtiens jamais rien. C'est toujours en gueulant ou en faisant des promesses de cassage de dents à des gens que j'obtiens ce que je veux. Le fait d'intégrer la violence dans sa vie, c'est génial pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça m'a été très utile dans mon métier d'éducatrice pour bosser avec des gens qui ont des difficultés de violence, puisque du coup, moi, la violence, c'est quelque chose que j'ai un peu comme une échelle, hein. C'est un truc, j'ai une grande variation, je suis plutôt tolérante en fait à la violence, je dirais que j'ai une tolérance peut-être un peu plus grande qu'une moyenne de gens que je connais, et puis cette échelle c'est un truc que je peux prendre avec moi, que je peux déposer, je peux monter dessus, des fois je reste tout en bas, des fois je me le prends un peu sur le coin de la figure aussi, ça m'arrive, mais en tout cas c'est un objet que je maîtrise bien. Je me disais mais c'est marrant, pourquoi je dois intégrer les codes masculins en même temps pour me défendre? Puis j'ai un peu réfléchi à ça, je me dis ouais, parce qu'en fait la violence, il y a un truc par rapport aux femmes qui est très particulier. Et dans l'exemple que je vous ai donné dans l'anecdote, en fait le gars il a vachement réagi aussi sur le fait que je suis une femme. C'est-à-dire que si j'étais un homme, est-ce que j'aurais reçu mon argent plus vite? Est-ce que vraiment ça aurait été jusqu'au conflit physique? Je sais pas. La question est ouverte. Communication non violente. On a un conflit. On a un conflit, comment allons-nous le résoudre? Eh bien, on peut le résoudre grâce à la communication non violente, effectivement. Mais nous l'avons rebaptisé avec Thierry Rouquet la communication naturellement violente, parce qu'on trouvait qu'il y avait un lèse dans la nomination de ce terme. Alors, communication non violente, qu'est-ce donc? En fait, c'est un gars, donc Marshall Rosenberg, dans les années 60, il s'est dit, en fait, la violence, c'est mal, et donc, comment on fait pour parler sans violence? Eh bien, il faut qu'on trouve une méthode pour parler de façon constructive et qu'on aboutisse à quelque chose qui va faire plaisir un peu à tout le monde, en fait, hein, c'est ça le truc. Apprendre à négocier de façon bienveillante, sans hurler, etc. Et donc, lui, il s'est dit, ah ben voilà, j'ai une super technique, et il a pris, du coup, 2 animaux pour mettre en image cette technique. Et donc, il prend le chacal. Le chacal, c'est la langue de pute, hein, c'est vraiment... et puis il prend un autre animal, c'est la girafe. La girafe, elle parle avec son cœur. Elle est gentille, elle a une gentille langue, et elle est sympathique et douce et bienveillante. Sauf que notre amie la girafe, elle est muette. Comment que ça marche la communication non violente? Ça marche comme ça. En fait, on a une situation conflictuelle. Reprenons l'anecdote du service de paye. Tout d'abord, nous observons la situation.
Alors, j'observe la situation, donc j'ai fait un travail, normalement c'était super, c'était génial, les gens sont contents, moi je devais avoir mon salaire, j'ai pas eu mon salaire, et du coup j'ai pas pu acheter mes chips et mes tomates et tout ce que je veux, je suis embêtée. Okay. Ensuite, on va dire le ressenti. Alors, mon ressenti c'est quoi? Alors, je suis embêtée, en plus j'ai faim, j'ai mon ventre qui commence un peu à gargouiller, et surtout, je me sens pas du tout respectée dans mon travail, parce que du coup, on dévalorise mon travail en ne me payant pas. Mince, quoi, c'est vraiment pas juste. Donc vraiment, il faut que je précise mes besoins, une fois que j'ai dit mon ressenti. Alors, je précise mes besoins. J'ai besoin d'être respectée dans le travail que je fais, j'ai besoin qu'on me paye pour le travail que je fais, sinon je ferais du bénévolat en association, je ferais pas des contrats, voilà. Et en plus de ça, j'ai besoin de me nourrir, c'est-à-dire que là, j'ai besoin de manger, tout simplement, pour pouvoir vivre, en fait, voilà, comme tout mammifère, voilà. Et donc, je dois formuler une demande. Voilà. Et donc, je vais formuler ma demande, et donc, je vais aller au service des payes, après téléphone, les mails, et je vais lui dire, voilà, bonjour monsieur, donc j'ai extrêmement faim, vous me deviez un salaire depuis 4 mois et demi, et donc je vous fais la demande de me payer et d'honorer votre contrat, et d'honorer le respect qui est dû au travail que j'ai effectué. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Voilà. Et donc, du coup, si le monsieur, il parle comme moi, CNV, il va me dire quoi? Il va me dire, mais tout à fait, mademoiselle, vous avez bien raison de venir, car la situation, comme vous la décrivez, est tout à fait exacte. Cela dit, mon ressenti, c'est que vous êtes un petit peu tendu, et que cela me déconcerte totalement, et que du coup, je ne sais comment honorer la promesse qui vous est due, car finalement, ce n'est pas à moi de le gérer, vous n'avez pas signé le contrat avec moi directement. Donc, je ne peux que me décharger de cette affaire. Du coup, son besoin, mon besoin, c'est que vous me fichiez la paix, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'embêter un petit peu ma journée et d'empiéter sur les heures où je dors dans mon bureau. Donc voilà, en fait, si vous pouviez partir, ce serait fort sympathique. Et donc, sa demande, c'est s'il vous plaît, partez. Et envoyer un mail, un 15e, un 16e mail, voilà. Et donc, en fait, on va répéter ça, c'est-à-dire que tous les deux, on va se répéter ce qu'on a besoin. Voilà, deux monologues intercroisés, puis on va être dans le statu quo. 93% de la communication est absolument non verbale. Donc même quand on fait l'effort, on va les girafes. On se dit un chacal qui remonte et qui est là. Et donc du coup, moi je trouve ça hyper cool la CNV. Je dis ouais, c'est génial pour les enfants, pour des petits trucs, pour entre nous. Effectivement, si on apprenait ça dans les écoles depuis tout petit, ce serait génial parce qu'on apprendrait en fait à observer, on apprendrait à dire ce qu'on ressent. On apprendrait à nommer nos émotions, on apprendrait à formuler des choses de façon sympathique. Et effectivement, c'est génial comme outil, mais vous pensez bien que, je ne sais pas moi, Israël-Palestine, vous pensez qu'on arrive à résoudre le conflit avec la CNV ou c'est parce que l'enjeu, c'est-à-dire qu'à travers le langage de la CNV, en fait, on peut le décanter et l'utiliser. Une fois qu'on maîtrise cet outil, on peut l'utiliser pour faire culpabiliser les gens aussi. Pour leur dire, ah mais tu sais pas très bien parler girafe. Donc je ne vais pas trop parler avec toi, parce que sinon je vais me sentir agressée. Et en fait, là, on se dit, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça devient un outil d'oppression des classes, notamment, donc c'est Peter Gelderloos, en plus il est très joli, il est un peu punchy et tout, il se lit super bien. Voilà, vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Et en fait, pourquoi je l'ai lu? Parce que je me suis dit, ah ouais, putain, la non-violence, parce que moi je rêvais d'être une non-violente, une pacifique. Je dis, ouais, Gandhi, ouais, Martin, ouais. Tu vois, Nelson, ouais. En fait, je dénonce un truc, mais je vis quand même sur des espèces d'acquis coloniaux, sur une société qui a des acquis coloniaux et tout, et je les dénonce, mais en même temps, ouais, je les dénonce, mais je fais pas beaucoup d'efforts de consommation, machin, et donc du coup, c'est un peu hypocrite. Du coup, j'ai l'impression d'être une non-violente physiquement, et en même temps d'être une violente indirecte. C'est-à-dire que je me vends comme quelqu'un de non-violent, alors que derrière, en fait, je cautionne la violence systémique raciste, systémique néocolonialiste, voilà, et que je me mets pas beaucoup en danger, en fait. Donc je me dis, non, il faut que j'arrête les manifs, il faut que je fasse d'autres trucs. Donc, j'ai fait les Black Blocs, quand ils pètent une vitre de banque, c'est pas juste pour dire, ouais, les banquiers, ils sont méchants, c'est pour dénoncer tout le système de violence invisible que ça met en œuvre, en fait. Et c'est pareil, Hugo Boss, c'est pas, ouais, ils pètent ça parce qu'ils sont contre la mode et qu'ils aiment que le noir. Non, ils pètent des trucs Hugo Boss parce que Hugo Boss, c'est quand même le mec qui a designé tous les super uniformes nazis. Finalement, la non-violence, c'est une violence indirecte. C'est qu'elle est d'accord qu'il y ait de la répression contre les Black Blocs. Mais pas contre nous, parce qu'on défend le même objectif, mais pas avec les mêmes moyens.
Alors qu'en fait, l'objectif, c'est le même, et que donc, ils devraient se solidariser, quitte à le faire sans violence. Ils pourraient très bien encercler les Black Blocs pour les protéger en chantant des chansons, enfin, je veux dire, c'est pourquoi pas. Mais il n'y a pas du tout ce truc-là. Et donc, finalement, la non-violence, elle est d'accord de cautionner une forme de violence étatique, quoi. Donc, elle joue le jeu de la violence systémique, en fait. Et Gandhi, c'est pareil, on nous vend Gandhi comme il y a eu une révolution sans violence, c'est là. Ben oui, pourquoi? Parce que Gandhi, c'est quoi? Gandhi, oui, alors c'est génial tout ce qu'il avait mis en place. Gandhi, c'est quand même quelqu'un aussi qui vient de l'élite bourgeoise. C'est quelqu'un qui a eu la possibilité de partir quasiment 30 ans en dehors de l'Inde et de revenir apprendre. Ah non, mais moi c'est bon, j'ai trouvé la solution, je vous amène tout. Et puis, en fait, quand il est arrivé, lui, en 1915, quand il est revenu en Inde, après différents voyages en Afrique, etc., je ne sais plus exactement le parcours par cœur, mais il a pas mal bougé, et beaucoup en Afrique principalement. Et quand il revient en 1915 en Inde, en fait, il s'inscrit dans le Congrès pour demander une Inde laïque. Mais en fait, il y a déjà depuis une dizaine d'années, il y a déjà en fait des conflits nationaux qui commencent à se créer. Et depuis la fin de la guerre mondiale, en fait, il y a déjà des révoltes nationales parce que les Indiens se disent mais attendez, nous on a combattu pour les Britanniques. Vous nous avez promis qu'il y aurait des changements en Inde, vous nous avez promis qu'on aurait des rentes, qu'on aurait des aides médicales, des aides financières pour l'éducation, tout ça, et en fait, il n'y a rien. Et rebelote après la Seconde Guerre mondiale, où il n'y a toujours rien. Et là, il y a 2 millions d'Indiens. En tout, il y a environ 3 millions d'Indiens qui ont combattu pour les Britanniques, quoi, qui se sont retrouvés la queue entre les jambes avec que dalle. Et du coup, ces gens-là commencent à se révolter de façon extrêmement violente. Ils utilisent en fait la désobéissance civile violente, à l'inverse de Gandhi qui lui prône la désobéissance civile sans violence. Mais en fait, Gandhi à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est placé sur le devant d'Hassan. On se dit mais c'est génial, lui il va donner un petit peu de bon sens de nouveau à notre politique, il va peut-être rafraîchir un petit peu le discours et il va faire que du coup les révoltes vont un peu se calmer. Parce que les gens vont s'allier à Gandhi puisque c'est un Indien et c'est un des rares Indiens qui est encore dans le gouvernement, quoi. Enfin, qui entre dans le gouvernement. Et du coup, quand on nous parle en 1947 de l'indépendance de l'Inde, en fait, on se moque de nous. On n'est pas dans l'indépendance de l'Inde, on est en fait dans la décolonisation progressive de l'Inde. Et encore, on est dans le passage de la décolonisation à la néocolonisation de l'Inde, en fait. Et d'ailleurs, on nous dit non, mais c'est pacifique. Ben non, parce que le conflit indo-pakistanais, il est né à ce moment-là. Dans la non-violence, il y a aussi quelque chose de ce temps-là. C'est-à-dire que si les femmes deviennent violentes, si les femmes deviennent défensives, si les femmes font du jujitsu et que leur corps se transforme et se masculinise, où sont les hommes? Les hommes font quoi? Ils vont à la cuisine, enfin, c'est ça. Et donc c'est très effrayant aussi. Et donc il y a quelque chose un peu comme ça de bon, les femmes, d'accord, vous allez nous aider, vous allez faire la cuisine pendant que nous on discute révolution. Il y a un truc aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que la non-violence, il y a quelque chose de très déstabilisant pour les hommes de se dire à un moment donné, les femmes vont réussir à se défendre et à se consacrer en groupe pour dire non en fait à une forme de violence. Et c'est comme si on leur volait un peu leur place, on s'accapare un peu une terre de leur couille en fait, tout simplement, c'est assez particulier. Et il y a aussi quelque chose de paternaliste dans le fait que les personnes non violentes qui vont aller discuter avec le gouvernement, elles vont se faire paternaliser par le gouvernement, il n'y a aucun problème. Puisque si elles viennent en non-violence, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune force pour imposer leur opinion, leurs besoins et leur envie de changement au gouvernement, en fait, elles n'ont aucune force de négociation. Donc le gouvernement dit oui, un petit référendum, c'est sympa, on leur fait plaisir, ils nous lâchent la grappe pendant 10 ans, voilà. À la limite, il y a un peu de cooptation, il y a des gens qui vont carrément s'inscrire après avec des politiques et qui changent carrément de bord, pourquoi pas. Mais quand tu vas avec des gens du type Black Bloc, puis tu vas face à un gouvernement et que là, tu n'es plus non-violent, et que tu assumes ta force violente, et tu dis, mais derrière, nous, on est prêt à agir. En fait, on est prêt à ce que notre objectif mental, notre objectif citoyen, en fait, on va le mettre en œuvre. C'est pas juste un objectif qu'on verbalise, c'est un objectif qu'on rend concret, qu'on acte physiquement. Et qui savent que derrière, il y a une force d'action, il y a une force de puissance qui est d'accord d'aller contre cet État. L'État commence à avoir peur. Il se dit effectivement, là, il y a de la force d'action, on a du répondant derrière, on ne peut pas juste faire une réforme avec ces gens-là. Si on discute avec ces gens-là, il n'y aura pas de négociation, parce qu'ils ne vont pas changer leur fondement, en fait. Eux, ils ont leurs objectifs, ils ne veulent pas négocier, ils veulent leurs objectifs.
Et donc, là, on est obligé de passer par une révolution. C'est fini les référendums, il n'y a pas de négociation. Donc, l'État n'a aucun intérêt, en fait, à négocier directement avec des gens violents, puisqu'il en a peur, il sera obligé de se confronter et de changer. Alors moi, mon père, vous avez compris, j'ai une relation pas super cool, hein, pas super peace and love. Et du coup, mon père, en fait, il a clairement eu une relation incestuelle avec moi. Hein. Alors, incestuelle, c'est quoi? Bon, incestuelle, ça va être... il m'a toujours appelé par le nom de ma mère. Par exemple, il m'a toujours appelé Marie-André, puis après il sera appelé Marie-André, Marie-Laure, mais ça depuis que je suis petite, hein, c'est-à-dire que vraiment, voilà. Il a souvent, je dirais qu'il a vu vers 7-8 ans, il est venu me dire, bon bah c'est bon, t'es une grande fille, on a plus besoin de te faire des bisous pour te dire bonne nuit. Donc il a coupé un peu comme, je sais pas, peut-être une envie ou un désir qu'il pourrait éventuellement développer pour moi, je sais pas. Ça va être aussi, comme je vous disais, hein, c'est-à-dire que t'es jolie mais t'as un peu l'air d'une pute, hein. Alors que j'ai 8-10 ans en jupe, donc il y a quand même quelque chose de particulier de sexualiser une enfant de cet âge-là, que je trouve plutôt malsain personnellement. Et puis ça va être aussi le fait qu'il vienne à mon mariage habillé en blanc, alors que bon, le code c'est le violet, mais lui il vient habillé en blanc. Et le soir du mariage, il me dit, ah bon, on dort chez toi hein, avec ma femme. Puis je dis, non, maintenant j'ai un studio de 15 mètres carrés, si tu veux, c'est le soir de notre mariage, on a peut-être pas envie de faire des partous avec nos parents. C'est une violence c'est aussi ça qui m'a rendue assez masculine. Hein. Et pour moi, ma belle-mère, c'était une pute. Enfin, clairement, dans le regard que j'avais enfant, je me disais, oui, bon, elle doit se faire troncher par tous les voisins. Enfin, j'avais vraiment un regard d'elle assez abominable. Parce que moi-même, j'étais prise finalement par la misogynie ambiante de la télé, de tous ces trucs-là. Donc moi, j'avais l'idée de la pute, blonde, décolorée, talons, truc rose, mini-jupe. Ouais, c'est une pute, quoi, tu vois, elle rentre dans le truc, quoi, en fait. Alors, j'avais intégré ces codes-là. Alors, en fait, sur cette partie, nous avons ce qu'on appelle le système limbique, qui sert donc, qui va traiter la mémoire en fait olfactive et émotionnelle, affective de l'être humain. Okay, dans ce système limbique, nous avons un tout petit machin qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est quelque chose qui est utile dans le système neurosensoriel du corps. En fait, l'amygdale, son boulot, ça va être d'interpréter les stimulations du corps et de donner une réponse comportementale adaptée. Surtout, par exemple, pour les cas de survie, notamment. Et donc, cette amygdale, qu'est-ce qu'elle va faire, par exemple, en cas de stress? Quand tout d'un coup, on se met à stresser, notre amygdale, elle dit « Ok, il n'y a pas de souci, moi je vais vous fouler du glucocorticoïde. » Et donc, dans les glucocorticoïdes, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce sont des hormones qui vont servir à pouvoir traiter justement le mécanisme de réponse de l'amygdale. Et donc, dans les glucocorticoïdes, il y en a 3 essentiellement. Il y a le cortisol, il y a l'hydrocortisone et il y a le corticostérone. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, ces hormones-là, elles vont en fait se surproduire en grande quantité pour essayer de calmer le corps. Sauf que, quand on a trop de cortisol, et ben en fait, les cellules du système limbique, elles se remplissent en cortisol, elles explosent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un état de sidération cellulaire. La sidération cellulaire, c'est ce qui s'est passé. C'est quand on est con, on est quoi? On ne sait plus quoi dire. Et le lendemain, on se dit, putain, j'aurais dû lui répondre ça, si j'avais été malin, j'aurais dit ça. En fait, on ne peut pas, parce qu'on est en sidération cellulaire. Ça veut dire qu'on vit une violence ou une expérience que notre cerveau ne comprend pas, et en incapacité de répondre de façon logique, et donc on se fige cérébralement, physiologiquement, tout simplement. En fait, quand on est dans cette phase de sidération, si l'amygdale ne comprend pas qu'il faut s'arrêter à un moment donné, parce que le stress continue, et si l'état de stress continue, l'amygdale va continuer à dire au corps, vas-y, continue à produire encore. Et donc, elle va arriver jusqu'à un point de sécrétion qui vont devenir toxiques. Ça va devenir toxique pour les organes vitaux du corps. Et donc, l'amygdale, elle n'est pas bête, elle se dit, attention, je suis en train de trop produire, c'est toxique. Tu sais quoi? Elle va donner une information à l'hippocampe en disant, tu sais quoi, fais un court-circuit, on coupe tout. Et donc, tout va se couper, c'est comme s'il y avait un disjonctage en fait du cerveau, et au moment où on est dans ce disjonctage du cerveau, le corps ne ressent plus rien, on est anesthésié, on n'a plus de douleur, on n'a plus de stress, on est détendu du bulle, parce qu'en fait on est en dissociation traumatique, tout simplement. Alors ça c'est par exemple ce qui se passe en cas de viol. Très souvent après les viols, les femmes décrivent des couleurs, des odeurs, mais elles n'ont pas de souvenirs précis. Elles peinent à dire, le mec qui m'a violée, il était comme ci, comme ça, il avait des dents comme ça, il avait une moustache, elles ne s'en rappellent plus. Parce qu'en fait, elles ont vécu la dissociation traumatique. Et que donc,
elles ont perçu vaguement 2-3 choses, elles ont 2-3 souvenirs, mais elles n'étaient plus dans leur corps pour survivre. Hein, parce que l'information de ce qu'on vit comme expérience est tellement violent que le cerveau ne peut pas survivre à ça. Et donc pour que le corps puisse finalement moins souffrir de la situation, le cerveau se bloque complètement. C'était la petite minute anatomie. J'ai envie simplement qu'on puisse se poser la question à chaque fois qu'on vit une injustice, de se dire ok, est-ce que je suis légitime à me défendre ou pas? Et si on est légitime à se défendre, eh ben on se donne le droit de se défendre. Parce qu'on évite les corsaires, ça c'est vachement bien. Et puis on rend aussi à l'auteur de la violence eh ben, sa juste violence, la juste proportion de sa violence. Et en fait, réagir comme je l'ai fait, alors je dis pas qu'il faut péter des bras à tout le monde, des genoux, non, c'est pas ça, vraiment qu'on s'entende, non, je vous dis pas de devenir des guerriers warriors à tout casser. Par contre, je vous dis pourquoi pas devenir des pessimistes combatifs. Hein, un pessimiste combatif, un pessimiste dans le sens de c'est pas que je vois la vie en noir et que tout est horrible, non, pessimiste ça veut dire que je suis tout à fait consciente des forces oppressives qu'a l'État contre moi et que je suis tout à fait consciente que potentiellement face aux forces oppressives j'ai peu de chances de gagner physiquement, hein, c'est ça en fait, mais je reste combative parce que je pense qu'il y a d'autres techniques et que entre non-violents et personnes violentes, eh ben, on peut s'entraider, que l'un ne va pas forcément sans l'autre, on n'est pas obligé de tout faire sans eux. Les différentes techniques pour essayer de sortir de ce système oppressif qu'est le capitalisme, entre autres, et du coup le management et tout, parce que le management, c'est la version capitaliste de la gestion de l'employé, en fait. Hein. Et donc, si on arrive finalement à rendre visibles ces violences systémiques, on peut aussi être légitime à demander de se défendre face à ça. Et vous voyez, quand on le fait, ben, des fois... on peut ne pas être puni, c'est-à-dire que moi c'est bon, ils m'ont dit moi ok ça passe, pour cette fois-ci ça passe. Et en fait voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour vous dire quand vous voyez une folle en train de péter les plombs de façon hystérique dans un bureau, alors vous pouvez dire oh dis donc quelle tarée, voilà, dis donc quelle hystérique, voilà. Ou alors vous pouvez vous dire je ne connais pas la cause, mais je vais profondément m'associer avec elle. Voilà, je lui accorde le fait que oui, peut-être qu'elle est en train de se défendre et d'éviter de juger tout de suite les personnes parce qu'en fait, on ne connaît pas la situation entièrement.